Je suis une femme libre. Je peux être avec qui je veux. Avec n'importe qui, sauf toi. La musique résonnait si fort, que j'entendais à peine mes propres pensées. Notre appartement était plein de monde, des collègues de travail, des amis de la salle de sport, et des connaissances, que je n'avais croisées que quelques fois dans ma vie. Aline avait insisté, pour organiser cette soirée. Elle disait, que nous devions sortir de notre coquille, voir du monde, et ne pas rester enfermés, entre nos quatre murs. J'avais accepté, même si j'ai toujours préféré les soirées calmes à la maison, mais je l'aimais, et si c'était important pour elle, alors, ça l'était pour moi aussi. Elle virevoltait parmi les invités, vêtue de sa nouvelle robe rouge, celle-là même, qu'elle avait achetée avec mon argent, 3 jours plus tôt. 2000 €, pour un simple bout de tissu. Mais ses yeux brillaient tellement, lorsqu'elle l'avait essayé, que je n'avais pas pu lui refuser. Aline riait un peu trop fort, buvait un peu trop, et s'attardait sur les bras des hommes, quand elle leur parlait. Je voyais tout cela, mais je me disais, qu'elle s'amusait simplement, que j'étais trop jaloux, et qu'il fallait que je me détende. Je me tenais dans la cuisine, en train de me servir un énième verre de whisky, quand j'ai entendu sa voix. Une voix forte, ivre, et désinvolte. « Tu sais quoi, Maxime ?» Je me suis retourné. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, vacillant sur ses talons, une coupe de champagne à la main. Autour d'elle, s'était formé un petit attroupement, une dizaine de personnes, peut-être plus. Tous la regardaient, souriaient, et attendaient la chute de sa blague. « Je suis une femme libre », a-t-elle lancé en levant son verre, comme pour porter un toast. « Je peux coucher avec qui je veux. Avec n'importe qui, sauf toi. » Le temps semblait s'être arrêté. La musique jouait toujours, mais son écho paraissait lointain, étouffé, presque irréel. Les invités, eux, ont plongé dans le silence. Quelques personnes ont ricané nerveusement, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Certains ont détourné le regard, d'autres ont sorti leur téléphone, faisant semblant de vérifier leur message. Et moi, je restais simplement planté là, mon verre à la main, sentant mon estomac se nouer, dans une douleur fulgurante. Mon visage était en feu, et mes mains tremblaient. Je voulais dire quelque chose, hurler, jeter tout le monde dehors, l'attraper par les épaules, et lui demander ce qui lui prenait, bon sang. Mais je ne pouvais plus bouger, ni prononcer le moindre mot. C'est alors qu'il est apparu. Antoine. Mon meilleur ami depuis notre 3e année d'université, le gars, avec qui je partageais ma chambre d'étudiant. Celui qui était resté à mes côtés, à la mort de mon père, mon témoin de mariage, l'homme en qui j'avais le plus confiance au monde. Il a émergé de la foule, et a posé sa main sur la taille de ma femme. De manière désinvolte, possessive, comme s'il en avait le droit absolu. Aline s'est blottie contre lui, affichant ce sourire, que je n'avais pas vu depuis des mois. Ce même sourire, que je cherchais autrefois à provoquer, en essayant de la faire rire, de la surprendre, de la rendre heureuse. « Ça fait un moment qu'on est ensemble, mon frère », a dit Antoine, en me regardant droit dans les yeux. Sa voix était calme, presque amicale, comme s'il m'annonçait la météo de demain. 4 mois, pour être exact. Et ce soir, elle reste avec moi. Ici, dans ta chambre, dans ton lit. Prends ça comme le symbole d'une nouvelle ère, d'un nouvel ordre des choses. Derrière moi, quelqu'un a poussé un hoquet de surprise. J'entendais des murmures, des bruits de pas précipités, se dirigeant vers la sortie. La musique jouait encore. Une chanson pop idiote, parlant d'amour et de bonheur. Je les regardais tous les deux, leur visage, et la main d'Antoine, toujours posée sur la taille de ma femme. Et à l'intérieur de moi, quelque chose a basculé. Rien n'a explosé, rien ne s'est brisé, c'était juste un basculement, comme un interrupteur, passant d'un état à un autre. Je n'ai rien répondu, je me suis contenté d'opiner du chef. Une seule fois, lentement. Ensuite, j'ai porté le verre à mes lèvres, et j'ai bu mon whisky d'un trait. Sentant la brûlure dans ma gorge, j'ai posé le verre vide sur la table, je me suis retourné, et j'ai marché vers mon bureau. Sans me retourner, sans me presser. Dans mon dos, les voix se sont élevées. Les invités commençaient à partir, balbutiant des excuses maladroites, et des au revoir précipités. Quelqu'un a essayé de me dire des mots réconfortants, a posé une main sur mon épaule, mais j'ai simplement continué mon chemin.
La porte de mon bureau s'est refermée derrière moi, dans un léger cliquetis. Je me suis assis dans mon fauteuil, dans l'obscurité, sans allumer la lumière. J'entendais claquer les portes d'entrée, les voitures s'éloigner, et la musique s'éteindre. Puis, j'ai entendu leur rire. Son rire à elle, son rire à lui. Le bruit de leurs pas dans le couloir, menant à la chambre, notre chambre, le grincement de la porte, puis, le silence. Je restais assis dans le noir, en pleine réflexion. Chose étrange, je ne pensais ni à la douleur, ni à la trahison, ni à ma vie qui s'effondrait. Je pensais aux détails. Au fait. Au fait qu'Antoine, 3 ans plus tôt, m'avait désigné comme son mandataire, lorsqu'il avait ouvert le compte de son entreprise. Au fait que je connaissais tous ses mots de passe, car, étant toujours tête en l'air, il me demandait de les noter pour lui. Au fait que l'appartement, dans lequel nous nous trouvions actuellement, n'était qu'à mon nom, un cadeau de mariage de mes parents. Au fait que j'avais accès à sa base de clients, puisque j'étais légalement associé dans sa boîte. Et enfin, au fait qu'Antoine avait oublié un détail crucial, j'ai toujours été un homme patient, et très méthodique. Je n'explosais jamais de colère. Je planifiais. Quelque part dans la chambre, un autre éclat de rire a retenti. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et sa lumière froide a éclairé mon visage, dans l'obscurité. Mes doigts ont trouvé les touches d'eux-mêmes. J'ai commencé à dresser une liste. Une liste longue, et détaillée, de tout ce que je devais accomplir. La vengeance n'est pas une émotion, c'est un projet. Et j'ai toujours excellé, dans la gestion de projet. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé du bureau. J'avais la nuque raide. J'avais un arrière-goût désagréable de whisky dans la bouche, mais mon esprit était clair. D'une clarté absolue. J'ai regardé l'heure, il était 6 heures du matin. Je me suis levé, j'ai pris une douche dans la salle de bain d'amis, et j'ai enfilé un costume propre. En passant devant la chambre, j'ai vu que la porte était fermée. J'entendais leur respiration de l'autre côté. Profonde, régulière, paisible. Ils dormaient. J'ai quitté l'appartement, bien avant leur réveil. Je n'ai pas laissé de mots, je n'ai pas claqué la porte, je suis simplement parti. Comme je le fais tous les matins, pour aller travailler. Au bureau, j'ai travaillé comme d'habitude, j'ai répondu aux emails, j'ai animé des réunions, et j'ai pris un café avec mes collègues. J'ai souri à leurs blagues, j'ai discuté des résultats trimestriels, et j'ai préparé une présentation pour un client. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect. Peut-être, seulement, que Sophie de la comptabilité a posé son regard sur moi une seconde de trop, mais elle n'a rien dit. Et je lui en étais reconnaissant. À la pause déjeuner, je suis sorti du bureau, pour me rendre dans le quartier de la Défense. Le cabinet d'avocats, Delorme et Associés, se trouvait dans une grande tour de verre et de béton. Maître Damien Delorme était l'un des meilleurs avocats en droit de la famille, de toute la région parisienne. Nous nous étions croisés lors d'événements professionnels à quelques reprises, et avions échangé nos cartes de visite. Je n'aurais jamais cru avoir un jour besoin de ses services. Un divorce, ai-je dit, en m'asseyant dans son bureau, face à une imposante table en bois sombre. Je veux que ce soit rapide, et sans bavure. Damien a hoché la tête, sans poser de questions superflues. Un vrai professionnel. Nous avons discuté pendant 2 heures. Il s'est avéré que ma situation était bien plus simple que je ne le pensais. L'appartement est exclusivement à votre nom, a-t-il vérifié, en épluchant les documents que j'avais apportés. Un cadeau de mariage de mes parents. Pas de conjoint, pas d'enfant. Monsieur Mercier, ce sera le divorce le plus simple de mon cabinet, depuis au moins un mois. Aline n'avait aucun droit sur cet appartement. Elle n'avait pas investi le moindre centime, dans notre vie commune. Ces 3 dernières années, elle travaillait dans un salon de beauté, avec un salaire symbolique. C'est moi, qui payais toutes les factures. C'est moi, qui faisais tous les achats. La voiture était à moi. Même ses bijoux, je les avais payés de ma poche. 3 semaines, a conclu Damien, 1 mois tout au plus, et vous serez un homme libre. Je suis ressorti de son bureau, avec une étrange sensation de légèreté. La première étape était franchie. Mais ce n'était que le début. Ce soir-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris une chambre d'hôtel près de mon travail,
je me suis installé devant mon ordinateur, et j'ai ouvert les fichiers que j'avais rassemblés la veille. Antoine me faisait une confiance aveugle. Et pourquoi pas, après tout? Nous étions amis depuis 15 ans. J'étais associé dans son entreprise, bien que minoritaire, à hauteur de 20%. Il m'avait donné accès à tout, la base de données clients, les documents financiers, les correspondances, et les contrats. Je connaissais son affaire, mieux que lui-même. Je savais que 70% des revenus de son agence de marketing provenaient d'un seul et unique client, la société Sportlan, une marque de vêtements et de chaussures de sport. Un contrat massif, stable, et extrêmement lucratif. Antoine avait embauché à tour de bras, contracté un prêt pour agrandir ses locaux, et loué de superbes bureaux, en plein cœur de Paris. Toute sa structure reposait sur ce seul client. Je savais également que le directeur général de Sportlan, M. Victor Beaumont, était un homme de la vieille école. Un homme de principe, pointilleux, et complètement obsédé par la réputation, ainsi que par l'honnêteté. S'il avait choisi l'agence d'Antoine 3 ans plus tôt, c'est précisément parce que nous nous étions présentés comme des partenaires fiables et intègres. J'ai fouillé dans la boîte mail d'Antoine, parcourant ses messages avec ses managers, ses collègues, ou ses sous-traitants, et j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Des dizaines de mails, où Antoine gonflait artificiellement les factures. Rien de dramatique, rien de pénalement grave, mais largement suffisant, pour éveiller les soupçons. Une majoration de 20% par-ci, des frais fictifs par-là. Des échanges, où il se moquait ouvertement de ses clients, les qualifiant de vaches à lait, qu'il fallait traire sans modération. Des blagues douteuses sur M. Beaumont, qu'il traitait de vieux crétin, et de dinosaures. Tout cela était parfaitement vrai. C'est juste que je n'avais jamais jugé bon d'y prêter attention auparavant. Après tout, c'était le monde des affaires. Tout le monde fait ça. Mais Victor Beaumont ne partageait pas cette vision des choses. Pour lui, ce serait vécu comme une trahison impardonnable. J'ai passé 3 heures à monter mon dossier, des captures d'écran des emails, des copies des factures avec les incohérences surlignées, et une analyse comparative entre les frais déclarés et les frais réels. Le tout, présenté de manière soignée, professionnelle, et absolument irréfutable. Ensuite, j'ai créé une adresse email anonyme, et j'ai rédigé un court message à l'attention de M. Beaumont. Cher M. Beaumont. Je considère qu'il est de mon devoir de porter à votre connaissance les pratiques frauduleuses de votre prestataire. Veuillez trouver les preuves en pièces jointes. Cordialement, un citoyen soucieux de la vérité. J'ai cliqué sur « Envoyer » à 23 heures précises. J'ai imaginé M. Beaumont ouvrir ce courriel le lendemain matin, tout en savourant son café. Imaginant ses yeux s'écarquiller de stupeur, avant d'appeler immédiatement son service juridique. Le lendemain, j'ai passé 3 autres coups de fil. J'ai appelé la banque qui avait accordé le prêt à Antoine, pour leur signaler, de manière anonyme, que l'entreprise risquait de rencontrer de graves difficultés financières. J'ai ensuite contacté 2 autres clients d'Antoine, des clients modestes mais réguliers, en me faisant passer pour un journaliste, préparant un article sur les fraudes dans le milieu du marketing. Je leur ai posé quelques questions orientées, concernant leur agence de communication. Sans jamais porter d'accusation directe, j'ai simplement semé les graines du doute. Et dans le monde des affaires, les graines du doute germent toujours très vite. 4 jours plus tard, Antoine a essayé de m'appeler. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal. Sa voix tremblait. Max, mon frère, il faut absolument qu'on se parle. J'ai de gros ennuis. Beaumont rompt notre contrat. Il dit qu'il a reçu des documents accablants. C'est une vraie catastrophe. Max, s'il te plaît, rappelle-moi vite. J'ai supprimé le message, sans même l'écouter jusqu'au bout. Je me suis servi un whisky, et je me suis assis près de la fenêtre, observant les lumières de la ville. Le contrat a été officiellement rompu, une semaine après l'envoi de mon email. 70% de ses revenus s'étaient volatilisés en un clin d'œil, et moi, je restais assis près de ma fenêtre, un large sourire aux lèvres. Aline est revenue, 2 semaines plus tard. J'étais justement en train d'emballer ses affaires dans des cartons, lorsque la sonnette a retenti. De manière insistante, désespérée. J'ai regardé par le Judas, et je l'ai vue. Elle se tenait là, sur le palier, une valise abîmée posée à ses pieds. Ses cheveux étaient ébouriffés,
et cette fameuse robe rouge était désormais froissée et tachée. Son maquillage coulait sur son visage, ses yeux étaient rouges et gonflés par les larmes. J'ai ouvert la porte, et je suis resté là, adossé à l'encadrement, à l'observer en silence. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle semblait plus maigre dans mes souvenirs. Totalement brisée. Antoine m'a mise à la porte, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Elle essayait de paraître pitoyable, misérable, de susciter ma compassion. Et franchement, cela aurait probablement fonctionné, 3 semaines plus tôt. Il a de graves problèmes d'argent, a-t-elle continué, en faisant un pas en avant. Il a perdu un client extrêmement important. Ça a été la panique générale. Il s'en est pris à moi, Maxime. Il hurlait, il me rendait responsable de tout. Il a dit que j'étais un vampire, qui siphonnait toutes ses ressources. Il m'a jeté à la rue, en plein milieu de la nuit. Des larmes coulaient sur ses joues. Étaient-elles réelles? J'y ai presque cru. Je t'en supplie, a-t-elle ajouté, en tendant la main, pour essayer de me toucher. C'était un moment d'égarement total. Une pure folie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'aime, Max. Je t'ai toujours aimé, il n'y a que toi. Antoine était une erreur monumentale. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Je gardais le silence, je me contentais de la regarder, d'analyser chaque trait de son visage, chaque ride dessiné par le désespoir, chaque larme qui tombait. Une partie de moi, l'ancienne, la plus faible, avait envie de la faire entrer, de la serrer dans mes bras, et de lui murmurer que tout irait bien. Après tout, nous étions mariés depuis 5 ans. Nous partagions une histoire, des tonnes de souvenirs. Mais ensuite, je me suis rappelé cette fameuse soirée, ces paroles cruelles, sa robe rouge, la main d'Antoine sur sa hanche, et leur rire résonnant derrière la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte un peu plus grand, et je l'ai laissée entrer. Elle a laissé échapper un profond soupir de soulagement, et s'est presque effondrée contre mon torse, en sanglotant. Merci, merci, merci. Je savais que tu comprendrais. Je savais que tu me pardonnerais. Je l'ai doucement repoussée, et je lui ai tendu une enveloppe, une grande enveloppe épaisse, officielle, portant le sceau d'un cabinet d'avocat. Ce sont les documents du divorce, ai-je déclaré calmement. Signe-les. Aujourd'hui, et maintenant. Tu as 3 jours, pour récupérer le reste de tes affaires. J'ai déjà emballé la majeure partie de tes choses, dans des cartons au salon. Ensuite, je fais changer les serrures. Son expression est passée de l'espoir immense, au choc le plus total, en l'espace d'une seconde. Elle fixait l'enveloppe, comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Quoi? Mais non, Max, je t'ai dit que j'étais désolé. Je t'aime. Signe les documents, Aline. Mais où veux-tu que j'aille, a-t-elle hurlé, la voix brisée par une crise d'hystérie. Je n'ai plus un sou, je n'ai pas de logement, je n'ai plus rien du tout. Retourne chez Antoine, ai-je suggéré en haussant les épaules, et même à mes propres oreilles, ma voix m'a semblé glaciale, étrangère. Quoique, j'ai entendu dire, qu'il vendait son appartement pour éponger ses dettes. La banque a exigé un remboursement anticipé, après la perte de son plus gros client. Sa réputation est complètement ruinée. Ses autres clients ont aussi commencé à déserter. Peut-être que vous pourriez louer quelque chose ensemble, un petit studio en grande banlieue? Ce serait très romantique. Vous pourrez repartir de zéro. Elle m'a regardé, comme si elle me voyait pour la toute première fois. La terreur envahissait lentement son regard. C'est toi, a-t-elle chuchoté. C'est toi qui as fait ça à Antoine. Mais comment? Et pourquoi? Signe ces documents, Aline, ou j'appelle immédiatement la police, pour leur signaler que tu t'es introduite chez moi par effraction. Elle a essayé de s'agripper à ma chemise. Ses mains tremblaient violemment, et ses larmes coulaient à flots. Max, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. J'ai changé. Je serai une bonne épouse, je te le jure. Je me suis doucement dégagé de son étreinte, sans brutalité, mais avec fermeté. J'ai sorti un stylo de ma poche, et je lui ai de nouveau tendu l'enveloppe. 3 signatures. Tout de suite. Où tu t'en vas,
et tu recevras ces documents par voie judiciaire, mais la procédure sera beaucoup plus longue, et je déposerai une demande reconventionnelle, pour exiger le remboursement de tes frais d'entretien, sur les 3 dernières années. C'était une menace totalement en l'air. Damien m'avait bien précisé qu'une telle demande n'aboutirait jamais, mais elle l'ignorait. Ses mains tremblaient tellement, que la première signature était de travers, à peine lisible. La deuxième était un peu mieux, et la troisième n'était qu'un simple gribouillis. J'ai récupéré les documents, et je les ai soigneusement replacés dans l'enveloppe. Voilà qui est fait, ai-je conclu. Prends tes affaires, et va-t'en. N'essaie plus jamais de me contacter. Mon avocat se chargera des communications. Elle restait plantée au milieu de l'entrée, les bras croisés sur sa poitrine, toute recroquevillée, toute petite. Tu as changé, a-t-elle soufflé. Tu es devenu quelqu'un de cruel. Non, ai-je répondu en secouant la tête. J'ai juste arrêté d'être quelqu'un de commode. Elle est partie le soir même, emportant 3 cartons et sa valise. J'ai fait don du reste à une association caritative, une semaine plus tard. J'ai fait changer les serrures, dès le lendemain matin. Antoine a essayé de m'appeler 17 fois, au cours du mois suivant. Je n'ai pas décroché une seule fois. Il a laissé d'autres messages vocaux. D'abord furieux, accusateur, puis, suppliant et humiliant. Dans le dernier, il pleurait à chaudes larmes, disant qu'il avait tout perdu, qu'il ne savait plus comment rembourser ses crédits, et que son agence était au bord de la faillite. J'ai supprimé tous les messages, sans jamais les écouter en entier, et j'ai fini par bloquer son numéro. À quoi bon écouter tout ça? Je n'avais plus rien à lui dire. Dans notre histoire commune, le dialogue n'avait plus sa place. 2 mois plus tard, j'ai appris par des connaissances communes, qu'Antoine avait mis la clé sous la porte, déclaré faillite, vendu son appartement pour rembourser ses créanciers, et qu'il était retourné vivre chez sa mère, en grande banlieue parisienne. Il cherche du travail, mais dans notre secteur, la réputation fait tout. Et sa réputation à lui, était réduite en cendres. Les rumeurs se propagent à une vitesse folle, on disait de lui qu'il était un ancien associé qui arnaquait ses clients, un homme peu fiable, et dépourvu de professionnalisme. Plus personne ne voulait s'associer à un individu pareil. 6 mois se sont écoulés. J'ai revendu l'appartement, et tous les souvenirs qui l'accompagnaient, à un excellent prix. J'en ai acheté un autre dans un quartier récent, au 12e étage, doté de grandes baies vitrées, offrant une vue imprenable sur la Seine. Un logement moderne, spacieux, et inondé de lumière. Plus de fantômes du passé, plus d'ombres oppressantes. J'ai décroché un nouveau poste, dans une multinationale. Une belle promotion, plus de responsabilités, et un salaire bien plus attractif. De nouveaux collègues, qui ignoraient tout de mon histoire, de nouvelles connaissances à la salle de sport, et lors des galas d'entreprise. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, Camille, une analyste du service voisin. Une femme brillante, indépendante, et profondément honnête. Parfois, en m'asseyant devant ma grande baille vitrée, avec un verre de bon whisky à la main, je repense à cette fameuse soirée. À la robe rouge d'Aline, au sourire suffisant d'Antoine, à sa main posée sur sa taille, et à l'écho de leur rire. Et à chaque fois que j'y repense, je me mets à sourire. Ils s'imaginaient que j'allais m'effondrer, que j'allais les supplier, pleurer, ou faire un scandale. Ils croyaient que mon silence était une preuve de faiblesse, une reddition totale, une défaite cuisante. Ils se trompaient lourdement. Ce silence n'était que de la patience, et la patience est la forme de vengeance la plus redoutable, la plus froide, et la plus redoutablement efficace qui soit. La vengeance ne hurle pas, elle ne profère aucune menace. Elle se contente, de manière méthodique, et étape par étape, de retirer à vos ennemis tout ce qui leur est cher, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent démunis, sans plus rien à perdre. Je finis mon verre de whisky, en contemplant les lumières de la ville endormie, et je suis libre. Ouais.